Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de Clovis, qui avec ses guerriers francs s'allie avec les Burgondes pour chasser d'abord les Alamans, puis les Visigoths de la Gaule, et ainsi marquer le début du royaume des Mérovingiens. Vous voulez en savoir plus sur l'acte de naissance du royaume mérovingien? Venez avec moi. Les Francs étaient divisés en deux peuples voisins et alliés, les Francs saliens dont le roi était Clovis et les Francs rhénans dont la capitale était Cologne et qui avaient Sigebert le Boiteux pour roi. Sigebert avait pour voisins les Alamans, une puissante confédération de peuples germaniques. Les Alamans et les Francs avaient souvent des incidents frontaliers et multipliaient les pillages et les raids punitifs. Mais il semble que l'année 496 marque une véritable invasion et Sigebert appelle Clovis à l'aide. À l'époque de Sigebert, la paix, voire la coopération entre les Francs saliens et les Francs rhénans était cordiale. Sigebert ne participe pas à la bataille de Soissons lors de la campagne contre Sigerius, au contraire des autres rois francs. Sa mission était de protéger les arrières des royaumes francs contre les Alamans. Clovis répond favorablement à son allié, lève une armée pour venir combattre les Alamans. Il est généralement admis que Sigebert défend Tolbiac et que son armée subit de grosses pertes. Les stratèges byzantins du VIe siècle reconnaissent aux Francs la maîtrise d'une arme redoutable, l'angon. Cette sorte de lance-harpon est projetée sur le bouclier de l'adversaire où elle se fiche. Comme le fer dispose de barbelures, il se relève difficile à ôter. Et comme la hampe est en grande partie couverte de fer, on ne peut la briser à coups d'épée. L'ennemi se trouve réduit à abandonner un bouclier impossible à manier. De quoi donner un bel avantage avant d'arriver au contact. Sans doute Langon avait-il aussi un sens symbolique, car il ne se retrouve que dans les tombes des chefs francs. Combattant depuis des heures contre les Alamans dans la vallée du Rhin et sentant l'affaire mal engagée, le roi Clovis en appelle à l'aide des dieux de ses ancêtres. Mais c'est en vain. Ses troupes commencent à lâcher prise. En désespoir de cause, il lance une dernière prière à ce dieu des chrétiens que vénère son épouse Clotilde. Si les Francs obtiennent la victoire, il se convertira. Soudain, les Alamans se débandent. Leur roi vient de mourir. Sous des formes variées, ce récit se retrouve dans la plupart des histoires de France qui ont été composées de 1830 à 1980. Elle figure même dans le Petit Lavis de 1913, le célèbre manuel élémentaire de la Troisième République, où l'anecdote se termine par cette conclusion grandiose. Après son baptême, Clovis devient roi de toute la Gaule. Dans la suite, la Gaule change de nom, elle s'appela France. En son temps, la victoire de Tolbiac ne semble pourtant pas considérée comme l'acte de naissance d'un pays. Aucun récit contemporain n'en subsiste. Sans doute la bataille a-t-elle eu lieu vers 506. Le lieu de la rencontre n'est pas assuré. Tout au plus, sait-on qu'un roi allié de Clovis fut blessé par les Alamans à Tolbiac. On peut supposer que ce fut le même engagement. Il faut attendre les années 580 pour que le chroniqueur Grégoire de Tours raconte l'affrontement. Il le situe vers 496, mais pour lui, l'essentiel est ailleurs. Il s'agit de montrer que dès que Clovis a fait le choix du christianisme, son armée a obtenu le succès. Grégoire de Tours reprend le récit de la conversion de l'empereur Constantin en 312. Ce dernier a déclaré sa foi avant de l'emporter à la bataille du pont de Milvius. Comme Grégoire de Tours croit savoir que l'empereur a reçu le baptême juste après la victoire, il montre Clovis accomplissant le même geste tel un nouveau Constantin. Dès les années 660, les abréviateurs de Grégoire de Tours font de Tolbiac un événement fondateur de l'histoire des Francs. On dira bientôt de l'histoire de France. Lorsque les tensions s'accroissent avec la Prusse, Clovis devient le défenseur de la patrie contre les Alamans, orthographiés pour l'occasion allemands. En 1868, Napoléon III inaugure à Paris une rue de Tolbiac. Mais qu'il tente de réitérer l'exploit du roi des Francs, le ciel ne renouvelle pas le miracle. De toutes les batailles du haut Moyen-Âge, Vouillé est la moins connue. Tout commence peu après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, alors que deux grandes puissances revendiquent le contrôle des anciennes Gaules. Au nord, une confédération formée par une demi-douzaine de roitelets tient le territoire allant de Cologne à la mer du Nord. Comme ces élites guerrières appartiennent principalement au peuple des Francs, certains auteurs commencent à parler de Francia. Dans les années 480, Clovis s'impose comme le chef de cette coalition.
par la force ou par la ruse. Il étend son emprise au bassin parisien, à l'Alémanie et aux confins de la Bourgogne. Le sud de la Loire reste sous la domination des Visigoths. Installés en Aquitaine depuis 418, ils ont conquis les espaces environnants. Sous le règne d'Alaric II, 484-507, leur royaume s'étend d'Arles à Bordeaux et de Tours à Tolède. Toulouse, qui en est la capitale, abrite une administration performante. Si le trésor d'Alaric n'appartient sans doute qu'à la légende, la richesse des Visigoths vient d'une collecte efficace des impôts. La Gaule du Sud se montre donc forte tentante pour Clovis, mais il lui faudrait des alliés. Pourquoi pas faire appel aux Burgondes installés dans la vallée du Rhône et de la Saône? Après avoir mené une diplomatie de la bascule, le roi Gondebaud se range dans le camp des Francs en 501. De son côté, Alaric II rallie le très puissant roi d'Italie, l'Ostrogoth Théodoric le Grand. Mais ce dernier préférerait que la paix règne. À cette fin, il a épousé la sœur de Clovis et a donné une des filles à Alaric II. Les rois d'Occident forment maintenant une grande famille, agitée, mais une famille quand même. Vouillé-la-Bataille est le site d'interprétation. Ici a débuté la France. Où a eu lieu la victoire de Clovis, les sources contemporaines ne sont guère parlantes. Au milieu du VIe siècle, l'historien byzantin Procope pense même que la bataille décisive a eu lieu dans la région de Carcassonne, ce qui paraît improbable. Vers 590, le chroniqueur Grégoire de Tours est le premier à indiquer un site qu'il nomme Campus Voglandis, dont il dit qu'il se situe à 15 km environ de Poitiers. Une querelle d'érudits oppose aujourd'hui encore les partisans du site Vouillé à 17 km au nord-est et celui de Voulon situé plus au sud. En 2007, Vouillé prend l'avantage en organisant le 15e centenaire de la bataille. La plaque commémorative placée sur le site rappelle les enjeux de l'affrontement et se termine par ces mots: alors commença ici la France. En 506, Théodoric le Grand doit rappeler les Francs et les Visigoths au calme. Vous êtes des rois de très haut peuple, tous deux dans la fleur de l'âge, n'ébranlez pas vos royaumes à la légère, écrit-il. Prudent, le maître de l'Italie, passe en accord avec les peuples situés entre la mer du Nord et le Danube. Varnes, Thuringiens et Hérules attaqueront Clovis s'il s'en prend aux Visigoths. Théodoric le Grand reste pourtant inquiet. L'armée visigothique n'a pas été éprouvée depuis 451, année où Attila était tenu en échec au champ catalonique. De leur côté, les troupes franques sont expérimentées. Le roi d'Italie suspecte surtout l'empereur byzantin de soutenir Clovis et de les pousser à ouvrir les hostilités. Avec l'appui de l'empereur romain d'Orient Anastase, très inquiet des visées expansionnistes des Goths, les intentions de Clovis d'attaquer les Visigoths qui dominent la majeure partie de la péninsule ibérique et le sud-ouest de la Gaule, jusqu'à la Loire et au nord, jusqu'aux Cévennes à l'est, arrangent bien les affaires de l'empereur byzantin. Et les Gallo-Romains, que pensent-ils de tout cela? Certains, comme Rémy de Reims, se sont déclarés pour Clovis, mais d'autres occupent des postes d'officiers à la cour des Visigoths. La bataille qui se prépare n'est pas un conflit d'ethnie, et moins encore une guerre de religion. Les Visigoths sont en majorité hérétiques, mais ils se montrent bienveillants vers le catholicisme romain. De son côté, Clovis a peut-être déjà reçu le baptême, mais ses Francs sont réputés païens. Chez les Burgondes et les Ostrogoths, toutes les religions et les confessions sont aussi représentées. Quant à l'empereur de Constantinople, il est schismatique et a été excommunié par le pape. Au printemps 507, Clovis franchit soudainement la Loire. Suspectant un piège qui l'attirait loin de chez lui, Théodoric le Grand n'ose pas intervenir. Alaric II se porte seul à la rencontre des envahisseurs. Pour éviter qu'ils n'atteignent les riches cités de la Garonne, il les force à la bataille dans le Poitou. Mal lui en prend. Meilleur législateur que stratège, le roi des Visigoths perd la vie dans la plaine de Vouillé. Le détail de l'engagement nous échappe. 2 siècles plus tard, on raconte que Clovis avait donné en sa personne, tuant Alaric de sa propre main, et ne devant la vie qu'à une robuste cuirasse qui avait détourné 2 javelots lancés contre lui. En quelques mois, Clovis peut s'emparer du cœur de l'Aquitaine, tandis que son fils aîné, Thierry Ier, prend le contrôle de l'Auvergne. C'en est fini du brillant royaume de Toulouse. Les Visigoths ne conservent plus que la région de Narbonne et doivent se replier sur leurs possessions espagnoles. Sans le vouloir, Théodoric le Grand a fait une excellente affaire. Arrivé en Gaule 1 an après la bataille, il profite du chaos pour s'emparer de la Provence.
Mais les vrais perdants de Vouillé ne sont pas ceux que l'on croit. Tous les petits rois francs qui avaient naguère aidé Clovis se trouvent maintenant éclipsés en gloire et en richesse. Affaiblis, ils sont éliminés les uns après les autres. De même, les Burgondes se découvrent cernés par leurs amis francs. Ils seront absorbés en à peine une génération. En 511, Clovis peut se permettre de convoquer les évêques de toutes les Gaules. Leur concile se tient, symboliquement, à Orléans, sur cette Loire qui ne constitue plus une frontière entre deux mondes antagonistes. Au même moment, il choisit la ville de Paris pour capitale. La bataille de Vouillé n'a peut-être pas fait naître la France, mais elle a en tout cas permis l'émergence du royaume mérovingien. Comme on l'a vu, la bataille de Vouillé oppose les armées des Visigoths face à celles des Francs en 507. Cette bataille voit la victoire des Francs. Les Visigoths perdent non seulement du territoire, mais également leur roi Alaric II au combat. Ils seront contraints d'abandonner à leurs vainqueurs un très large territoire entre la Loire et les Pyrénées, donnant naissance au royaume mérovingien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.